Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Sur le Discord récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question quelles sont mes principales sources littéraires d'inspiration, les œuvres littéraires qui m'ont nourri. Et je dois dire, même si cette vidéo va peut-être en perturber plus d'un, je suis pas un grand lecteur. Alors franchement, les gens qui mettent sur un piédestal la littérature, le roman, etc. risquent d'être un petit peu déçus. Si je devais répondre rapidement à la question, récemment, j'ai peut-être lu 1 ou 2 livres, mais vraiment, c'est une pratique que j'ai assez peu, en fait. J'ai lu Le Clan des Autori de Liam Arn, un truc comme ça. Et je suis en train de relire Abarat de Clive Barker, qui est un livre que j'avais lu quand j'étais petit et qui m'avait marqué. Maintenant que j'ai répondu à cette question, je vais vous dire ce à quoi elle m'a amené. Cette question, elle m'a amené à réaliser qu'en fait, je lis beaucoup. Alors tout le monde lit beaucoup, enfin ça dépend de votre métier, mais je pense que tout le monde lit beaucoup au quotidien, professionnellement parlant, sans s'en rendre compte. Il va pas lire de la littérature, mais tout le monde lit beaucoup. Et moi je pense que je suis plutôt dans la tranche haute des gens qui lisent beaucoup, mais parce que je lis beaucoup des jeux de rôle en fait. Je lis beaucoup de jeux de rôle. Et donc je voulais venir faire une vidéo un peu, qui va être un peu difficile à structurer, mais j'ai quand même un petit plan, et je mettrai des chapitres, pour vous présenter ce que je pense être cool à découvrir en lisant des jeux de rôle en fait, et vous inviter à lire plus de jeux de rôle. Parce que parfois, et je suis complètement aligné avec ça, on se dit, ce qui est vachement cool avec le jeu de rôle, c'est que c'est super libre. Donc en fait, on peut y apporter tout ce qu'on veut. Et par exemple, moi, je sais que je vais être ultra inspiré par des livres que j'ai pu lire qui ne sont pas des jeux de rôle, des trucs de la vie quotidienne comme ça, ma vision du monde telle qu'elle est, des jeux vidéo auxquels je vais jouer, des films que je vais voir, des séries que je vais voir, des musiques que je vais écouter. Tout ça, je peux l'amener dans mon jeu de rôle, puisqu'en fait, j'ai une approche assez créative et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et quand on est créatif, on est nourri par. Quand on a une activité créative, elle est nourrie par tout ce qu'on observe, tout ce qu'on expérimente. Mais je pense que un des meilleurs moyens de nourrir sa pratique du jeu de rôle, c'est de découvrir, de lire des jeux de rôle. Et c'est pas nécessairement tester plein de jeux de rôle, parce que ça, c'est un autre écueil dans lequel j'ai pu tomber un petit peu. Et ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaie d'en revenir, c'était l'idée qu'il fallait tout tester. Il fallait jouer à tous les jeux, etc. Parce que sinon, ça justifiait pas qu'on les lise, qu'on passe du temps à les lire. Et ça justifiait pas non plus le fait qu'on les achète. Et surtout, on pouvait pas avoir d'opinion dessus, parce qu'apparemment, il faut absolument tester un jeu, même si on a joué à des tonnes de jeux de rôle, et on a lu des tonnes de jeux de rôle, il faut absolument avoir testé un jeu pendant 50 ans pour pouvoir donner un avis éclairé dessus, pour les puristes, mais on va passer à côté de ça. Et puis aussi, il y a un peu ce truc, voilà, si je joue pas à tous les jeux, est-ce que je peux en parler? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose? Est-ce que je suis pas au fait des dernières nouveautés? Est-ce que je suis légitime à parler du jeu de rôle et à donner mon avis dessus? Donc vous voyez, il y a plein d'injonctions comme ça qui me faisaient me dire ah, il faut que j'essaye, que je joue à tous les jeux que j'achète, et du coup faire que des one-shots par-ci par-là et ne pas aller au fond de certains trucs. En fait, moi, je reviens un peu de ça. Je pense que mon approche, elle est plutôt créative. Je kiffe créer. En fait, je joue très peu à des scénarios qui existent. Je joue très peu à des systèmes existants tels qu'ils existent. Cependant, je ne botte pas en touche les autres jeux de rôle. Je pense qu'en fait, c'est hyper nourrissant de lire des jeux de rôle pour faire du jeu de rôle, pour être maître du jeu ou préparer des séances, etc. C'est un des trucs qui apporte le plus. Lire plein de jeux de rôle différents. Et dans chacun des jeux de rôle qu'on va lire comme ça, je pense qu'on peut aller chercher des choses différentes, avoir différents objectifs quand on va chercher des jeux de rôle. Et donc, partant de ce postulat de je lis des jeux de rôle pour m'inspirer et faire mes propres trucs, qu'est-ce que je peux aller chercher? On va essayer d'aller faire une sorte de liste non exhaustive. C'est ça la structure de cette vidéo. La première chose a priori, que je vais aller chercher moi dans un jeu de rôle, ou du moins que j'ai faite pendant très longtemps, c'était d'aller voir des jeux de rôle pour leur système. Aujourd'hui, je me rends compte que vu ma manière de pratiquer les systèmes, finalement, les systèmes, ça m'intéresse assez peu. Un système, c'est une combinaison de règles qui fonctionnent ensemble. C'est ça qui fait que c'est un système. De manière systématique, telle règle déclenche telle règle, etc., etc. Alors après, on peut avoir des systèmes modulables avec des règles qu'on peut enlever, ajouter plus ou moins facilement et tout. Mais un système, en fait, c'est l'ensemble des mécaniques qui font fonctionner un jeu de rôle. Et avant, je cherchais un peu cet ensemble de mécaniques qui m'irait bien, etc. Et en fait, je me rends compte que ça m'intéresse assez peu. Et des systèmes, il y en a des tonnes. Alors, il y a le fameux système de Dungeons & Dragons. Vous allez avoir les systèmes un peu Roll Under, Chaosium, Powered by the Apocalypse, Year Zero, machin, truc. Il y a des tonnes de systèmes. Il y a aussi les systèmes génériques, Cypher, bidule, machin. Moi, j'avoue que les systèmes, c'est de moins en moins ce qui m'intéresse. Puisqu'en fait, je sais que je vais les casser. Et donc, ce que je cherche vraiment comme système, maintenant, c'est des trucs très minimalistes. Mais quand vous démarrez le jeu de rôle, le système,
quand vous connaissez pas beaucoup de systèmes, etc., je pense que ça peut être un axe qui va vous faire vachement vouloir essayer des nouveaux jeux de rôle parce que vous n'êtes pas satisfait par tel ou tel système. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que je suis éternellement insatisfait par le système, c'est-à-dire par une combinaison de règles pré-packagées qui fonctionnent tout ensemble. Et donc, je me dirige toujours vers des systèmes extra simples, et c'est pour ça que je vous parle depuis un certain temps maintenant de Shadow Dark et de 2D6 plus bullshit. Shadow Dark, pour moi, ça va être la base vraiment pour jouer de l'aventure, où on essaie de résoudre des problèmes avec nos moyens, on monte en niveau, on loot, vraiment ce design-là que j'appellerais jeu d'aventure, d'une certaine manière, jeu de rôle d'aventure. Et 2D6 plus bullshit, ça va être mon système pour jouer plutôt de l'intrigue, quelque chose qui est concentré autour des personnages, quelque chose de plus théâtre de l'esprit, quelque chose de plus dramatique, de moins ludique aventure. Voilà, je cherche des termes, mais c'est compliqué. Donc ça, c'était pour la partie système. Maintenant, je pense, on va entrer dans les trucs qui m'intéressent un peu plus. On peut aller voir des nouveaux jeux de rôle pour trouver des règles. Et j'aimerais faire un distinguo entre les règles que je dirais un peu hard et les règles que je dirais un peu soft. Typiquement, une règle hard qu'on peut trouver dans un système de jeu, c'est qui va me plaire, et que pendant un moment je connaissais pas. Moi, ça va concerner l'équipement qu'on peut transporter. Pendant longtemps, c'était soit on doit calculer, vous voyez, ça paraît débile comme ça, parce que maintenant c'est assez connu, mais il faut revenir en arrière quand je connaissais pas ce genre de règles. Soit on va avoir, vous savez, des systèmes avec des poids, genre tel objet il fait 20 kilos, tel machin et truc, et on se retrouve à calculer les kilos de chaque objet, etc., par rapport à notre force qui nous donne un poids total, une charge max, etc. Et il y a encore beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça, et j'imagine que ça plaît à des gens. Moi, ça me plaisait pas du tout. Soit on va avoir des systèmes un peu plus style, en fait, on fait pas trop gaffe au poids des objets, et du coup, on retire de l'équation des problèmes à résoudre la gestion du poids. Et en fait, ça, on peut considérer que c'est une perte, que ça enlève pas mal de choses, typiquement pour du jeu d'aventure, où justement on doit un peu choisir les objets qu'on va prendre, lequel va nous être utile ou pas. Et donc quand j'ai découvert des jeux comme Mouse Ritter, comme Forbidden Lands, que j'ai à côté de moi, j'ai pris quelques jeux à côté de moi pour illustrer un petit peu. Comme Shadow Dark d'ailleurs, Shadow Dark il intègre cette mécanique-là, comme pas mal de jeux en fait où la gestion de l'inventaire est importante, qu'on découvre le système de slot, c'est-à-dire qu'en fait on cherche pas à savoir le poids exact des objets, mais on a juste des emplacements dans lesquels on peut mettre des objets pour notre personnage. Vous voyez, ça révolutionne votre manière de voir le truc. Ça vous donne envie de réintégrer ce genre de mécanique parce que c'est une gestion simple, ludique, intéressante du truc. Et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tout le système. Vous voyez, vous pouvez prendre des règles, toutes ces règles qui composent un système, et venir les amener dans votre jeu. Et plus vous allez, à mon avis, lire des jeux de rôle différents, et il y en a vraiment des tonnes, plus vous allez rencontrer ce genre de règles, et plus vous allez y être exposé, moins vous aurez besoin en fait que ça fasse partie d'un système, parce que ce sera dans votre tête. Et en termes d'arbitrage derrière, au cours d'une campagne, vous serez beaucoup plus à l'aise pour balancer une règle comme ça et vous dire ça va pas fracasser la campagne d'ajouter cette règle nécessairement. Si c'est le cas, on peut l'enlever. Mais le fait de se rendre compte de la modularité des règles et que l'équilibre en soi est rarement parfait. En tout cas, moi, l'équilibre des systèmes est rarement parfait. Je vais rarement kiffer un jeu tel quel. Donc le fait de passer au-delà de ce blocage de se dire je dois trouver le système parfait et de juste voir les règles comme des petits éléments qu'on retrouve dans différents jeux, combinés de manière différente, avec différents dés, de différentes importances, etc. dans le gameplay, ça vous donne une vision plus globale de tout ce genre de petites mécaniques qui peuvent exister et que vous allez commencer à bricoler avec. Donc plus vous lisez des jeux de rôle, plus vous êtes confiant sur le fait de bricoler les règles, plus vous avez des outils comme ça qui hop. Et je trouve ça hyper nourrissant. Et à l'inverse, donc ça c'est une règle assez hard. Et à l'inverse, il y a des règles hard que je vais pas aimer. Typiquement dans le jeu Alien, dont j'ai fait jouer le kit d'initiation, vous avez une règle pour le stress. Et plus vous accumulez du stress... Hop là, je le tiens à l'envers. Ça, c'est le piège de l'édition, comme ça. Je sais plus dans quel sens faut tenir le livre. Donc le livre est top. Hein. Il est vraiment magnifique. Ouais, c'est ça, c'est les tests de panique. Vous voyez, les tests de panique, par exemple, dans Alien, on a mis une table aléatoire pour l'effet que va avoir la peur sur votre personnage, en fait. Donc quand vous accumulez du stress et que vous faites un test de panique, vous jetez un dé dans une table aléatoire, pondéré, il me semble, par le niveau de stress que vous avez atteint, qui va vous donner un effet genre catatonie, tous aux abris, objets lâchés, tremblements, tressaillements nerveux, bref. Différentes manières de pénaliser votre personnage parce qu'il subit la peur. Mais ce côté aléatoire dans les effets de la peur, personnellement, de le systématiser, vous voyez, par exemple, c'est une règle dure, une hard règle, une mécanique hard, que j'ai pas particulièrement appréciée en jeu, parce que je trouvais que des fois, elle collait pas à la situation, et elle collait pas au drame qui était en train de se jouer. À ce moment-là, j'avais envie d'un ressenti un peu plus dramatique, un peu moins mécanique, et finalement, j'aurais sûrement préféré qu'en fait, le joueur me décrive ce que la peur lui faisait comme effet,
ou moi lui imposer l'effet qui me semblait le plus logique avec la situation. Typiquement, vous êtes en train de fuir, vous courez dans un couloir, vous êtes poursuivi par un monstre, vous tirez tous aux abris qui vous dit de vous mettre à couvert, genre, je dis un truc au pif. Hein. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Vous êtes déjà en train de fuir le monstre, vous refaites un test de panique, et maintenant vous vous arrêteriez pour vous cacher derrière un truc. Je sais pas, je trouve que voilà. J'ai pas envie de remettre ça au hasard, typiquement. Et donc ça, c'est le genre de règle hard que j'aimerais bien, que je retirerais, vous voyez. Et en fait, une fois qu'elle est imbriquée dans un système qui fonctionne avec, qui peut plaire, hein, il n'y a aucun souci, c'est plus difficile de retirer des trucs. Donc moi, pour revenir en arrière, vraiment, c'est les systèmes minimalistes que je préfère et venir rajouter la règle sur le moment. Quitte à ce que ce soit pas une règle qui soit systématique et qui s'applique à toutes les situations semblables. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Hein. Certains diront que c'est de l'hérésie, et moi j'aime bien ça. Dans un autre genre de règle un peu hard, par exemple, que j'aime pas trop, vous voyez, c'est les défauts qui donnent des malus, mais les défauts sociaux. Vous voyez typiquement que votre personnage il soit avare, que votre personnage il soit colérique, qu'il soit X, Y, machin. Parfois, dans certains jeux, on va le traduire de manière mécanique, c'est-à-dire que quand vous faites une action qui est en accord avec le fait que vous soyez colérique, vous avez un bonus. Bah, dans certains jeux, je trouve que ça colle pas. Je trouve qu'en fait, ça devrait juste être un trait de votre personnage que vous allez interpréter en tant que joueur. Vous allez jouer votre personnage comme un personnage colérique, et je trouve qu'il ne doit pas nécessairement avoir des bonus et des malus. Alors que dans certains autres jeux, je trouve que ça pourrait avoir du sens qu'il y ait des bonus et des malus, vous voyez. Donc ça m'amène au fait de réaliser aussi que parfois, quand vous prenez un jeu, même si vous n'êtes pas trop satisfait par une des règles hard, ça vous donne une idée de ce que vous pourriez implémenter comme règle soft dans votre jeu. Typiquement, la panique, je trouve que c'est un élément vachement important pour un scénario d'Alien. C'est bien qu'il y ait une règle de panique dans Alien. Et si moi, je voulais faire un truc un peu de Space Horror, je mettrais sûrement, j'essaierais de mettre en avant d'une manière ou d'une autre cette panique, peut-être avec une autre règle. Et en fait, c'est juste le fait de repérer qu'il y a une règle qui souligne l'importance de la panique dans un scénario d'Alien, ou de repérer qu'il y a une règle qui souligne l'importance de tel ou tel trait de caractère, qui va peut-être m'amener à ajouter une sorte de mécanique soft, j'ai envie de dire. Et pour moi, une mécanique soft, c'est typiquement écrire un Dark Secret, comme dans Vaesen, sur votre feuille de personnage. Écrire un objectif pour votre PJ sur sa feuille. Écrire ses traits de caractère. Le fait que dans Alien, il y ait une règle pour la panique, ça me ferait me dire que dans du Space Horror, je voudrais qu'il y ait une règle pour la panique. Mais je la prendrais peut-être pas telle quelle. Je dirais juste, au bout d'un moment, si mon personnage si mon PJ il commence à rater beaucoup de GD, à avoir plein de complications dans son histoire, dire maintenant t'es hyper paniqué, t'as -1 à tout tes G, j'en sais rien, un truc du genre. En fait, le simple fait que dans un livre de jeu de rôle, on considère qu'un élément narratif exige une règle ou soit suffisamment important pour être encadré par une règle, c'est déjà un signal que vous pouvez recevoir pour votre manière d'arbitrer vos propres parties de jeu de rôle avec d'autres systèmes. Ça vous amène à réfléchir à des mécaniques auxquelles vous n'auriez pas pensé. Typiquement, alors moi j'étais pas là, mais j'imagine que les pionniers du jeu de rôle, la première fois qu'ils ont vu la santé mentale dans l'appel de Cthulhu, ça leur a fait waouh, c'est vrai que je pourrais ajouter un truc de santé mentale dans mon jeu, sans forcément jouer à l'appel de Cthulhu, vous voyez. Et sans forcément en faire quelque chose de ludique. C'est juste que dans la manière de narrer l'histoire, vous allez désormais insister sur la santé mentale des personnages dans votre scénario de Cthulhu, sans nécessairement mettre une jauge de santé mentale en descend, dérivé d'attributs et de caractéristiques de la feuille de personnage, blablabla, vous voyez. Pour moi, ça, c'est des mécaniques soft, mais qui ont quand même un impact, parce qu'à partir du moment où il y a un truc sur votre feuille de personnage, ça le rend un peu plus concret. Typiquement, si mon personnage, son objectif, il est écrit sur sa feuille, et son secret, il est écrit sur sa feuille, ses traits de caractère sont écrits sur sa feuille, ça les fige un petit peu, et ça fait que ça va avoir un véritable impact dans la partie, même si ça ne doit pas forcément donner des bonus, des malus ou je sais pas quoi. C'est ça que j'appellerais des sortes de mécaniques soft. Je sais pas comment mieux dire ça. C'est le fait d'identifier des trucs et de les utiliser sans nécessairement les intégrer à un système où tout est imbriqué. Vous voyez ce que je veux dire ? En l'occurrence, même si je suis pas hyper fan du Year Zero Engine, en tout cas que j'y joue pas, même si c'est un jeu hyper plébiscité, chacun son truc, je trouve que tous les jeux Year Zero, ils ont la plupart du temps cette faculté à souligner des trucs qui sont assez intéressants. Typiquement, Alien, on l'a dit, on accumule du stress et on commence à faire n'importe quoi. Et si je prends par exemple Blade Runner, auquel j'ai pu jouer en tant que joueur dans un actual play sur JDR Lab, j'ai beaucoup apprécié la mécanique de shift, qui est finalement une sorte de dérivé de la mécanique d'horloge, entre guillemets, des PBTA, je sais pas trop comment dire, mais en gros on découpe les journées en quatre morceaux.
Et chacun de ces morceaux, matin, midi, après-midi, soir, ça doit être un truc comme ça, permettent de créer une pression du temps et un nombre d'actions limité par jour et de le mécaniser un petit peu, vous voyez. Ça, c'est plutôt une mécanique hard en l'occurrence, c'est pas une mécanique soft. Bon bah voilà, je suis pas obligé de jouer à Blade Runner et d'avoir un système spécifique pour utiliser cette mécanique. Je peux la foutre dans Shadow Dark assez facilement, vous voyez ce que je veux dire, ou dans 2D6 plus bullshit. En autre mécanique hard, alors que j'ai pas encore vraiment découvert, mais Avatar Legends, donc là je l'ai acheté, j'ai juste feuilleté, regardé quelques vidéos pour l'instant, je l'ai pas lu en entier, donc c'est un jeu powered by the Apocalypse. Typiquement, avec City of Mist, Tokyo Otherscape, qui ont inspiré ma manière de jouer à 2D6 plus bullshit, Avatar Legends, il amène un truc que je trouve intéressant, c'est d'avoir des sortes de jauges dans les playbooks, et donc de créer une sorte d'opposition entre deux grandes caractéristiques d'un personnage, et d'y mettre des bonus. Donc du coup, c'est une règle que je dirais hard. C'est-à-dire que typiquement, votre personnage, un des enjeux de son archétype, ça peut être est-ce que je vais réussir à m'intégrer au groupe et à me faire des amis, ou est-ce que je suis plutôt un loup solitaire, vous voyez. Et en fonction du roleplay et de l'avancée de l'histoire, il va se déplacer sur une sorte de jauge entre ces deux principes, en fait. Et plus il va faire des trucs en mode ouais, en fait, je suis un one-man army et j'en ai rien à foutre des autres, ils font que me ralentir, plus il va avoir des bonus pour faire des actions tout seul et des malus pour faire des actions collectives. Alors qu'à l'inverse, s'il travaille de plus en plus à être avec ses amis et à utiliser le pouvoir de l'amitié et à travailler en équipe, il va commencer à avoir des bonus dans ces situations-là, mais être de plus en plus faible quand il est seul. Et ça va amener à la fois une sorte d'incentive mécanique, mais aussi un truc roleplay que je trouve assez intéressant. Et vous voyez, dans tous les jeux, je ne l'aurais pas mis. Cependant, ça me fait, via un prisme ludique, vous voyez le principe de est-ce que je suis un loup solitaire ou est-ce que je vais utiliser le pouvoir de l'amitié, j'aurais pu le découvrir en lisant un manga, etc. Mais le fait de le voir dans un jeu de rôle, ça me donne une vision de comment d'autres ont pu essayer d'intégrer cette mécanique dans le jeu et de est-ce que moi j'ai envie de le faire ou pas. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse avant de passer à la suite. Je pense que si c'est très intéressant de regarder des films et très intéressant de lire des livres et en fait d'utiliser plein d'autres médias qui peuvent vous inspirer pour des tropes, des manières de décrire des choses, des visuels, enrichir votre vocabulaire en lisant, etc., pour mieux décrire, etc., etc. Je pense que s'inspirer de jeux de rôle, c'est quand même un des meilleurs moyens d'améliorer vos parties de jeux de rôle. Dans le sens où, normalement, si c'est bien foutu, un jeu de rôle, il y a le côté game dedans, il y a le côté jeu. Moi, j'ai souvent eu dans plein de parties dans lesquelles j'ai pu jouer, et je pense que moi-même, j'en ai été un peu l'instigateur dans certaines parties que j'ai menées. J'ai eu l'impression de ne pas avoir beaucoup de choix, par exemple, dans plein de parties où j'ai été joueur, de ne pas avoir beaucoup de choix, parce que la personne, très certainement, elle a un background très littéraire ou très film, et donc elle veut nous montrer tout son scénario qu'elle a créé, etc. Mais au moment où je suis dans la partie de jeu de rôle, ça m'intéresse pas particulièrement, parce que moi, j'avais envie de faire des choix. Et normalement, un jeu de rôle, s'il est bien foutu, il vous amène des règles qui vont créer des choix, justement, qui vont vous inciter à faire des choix, qui vont créer de l'imprédictibilité. C'est quand même assez intéressant de revenir un peu à la mécanique des fois. Parce que ça veut pas dire que votre jeu il va devenir ultra mécanique et ultra compliqué, parce que souvent on a cette sorte de bataille infinie entre ouais, moi je joue en fait avec zéro règle, et en fait ça crée des bien meilleures histoires, etc. Et on fait ce qu'on veut et on est super libre, ce qui est hyper caricatural. Et d'un autre côté, une autre méga caricature, ouais, mais en fait, moi je joue avec 1 milliard de règles, et ce qui m'intéresse c'est toute cette complexité et la simulation. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de débats comme ça qui sont sur des axiomes, bon, parfois un peu caricaturaux si vous voulez mon avis. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment Alors déjà, chacun joue comme il veut. Hein. Peut-être que vous vous éclatez d'une manière ou d'une autre. Mais je trouve que moi, pour améliorer un maximum ce que je propose, il m'a fallu aller voir des deux côtés du prisme et aller piocher les trucs qui sont vraiment cool de chaque côté plutôt que d'être keblo sur une position. Et donc vraiment, le fait de mettre plus de mécanique, plus de hasard, plus de machin, certes, ça va plus vous permettre de raconter votre super histoire parce que vous avez lu des livres sur l'écriture de scénarios, des livres sur... vous êtes un cinéphile, etc. et vous aimeriez reproduire ce truc-là. Vous allez peut-être plus pouvoir faire les histoires exactement comme vous les auriez imaginées. Ça va sûrement vous apprendre à plus improviser, par exemple. Je pense que c'est vraiment au cœur du jeu de rôle, le fait que les joueurs ils aient des choix. Et à l'inverse, voir d'autres jeux de rôle un peu moins complexes, comme des exemples d'un game design un petit peu différent, ça peut vous aider si vous êtes très dans les gros systèmes et que vous vous dites non, moi je veux vraiment jouer à ce système parce qu'il a 1 milliard d'options et tout. Voir comment d'autres jeux permettent d'avoir quasiment les mêmes effets mais en simplifiant les règles, ou de créer de l'intérêt sur certains aspects de manière, à mon avis, plus intelligente,
ça peut vous aider à améliorer votre gros système. En témoigne, je dirais, pour moi, un des trucs qui est l'exemple de ça, c'est vraiment la gestion du poids. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi on chercherait à faire les poids au kilo des objets et à passer beaucoup de temps sur ce genre de calcul. Alors après, je ne veux pas vous, vous dire que c'est mal. Si vous kiffez, vous kiffez. Mais personnellement, j'y vois aucun intérêt. Ce qui a pu m'éloigner de certains jeux qui, sur comme ça pas mal de points, utilisaient des règles que je trouvais lourdissimes. Si j'avais découvert entre-temps des jeux qui proposaient des mécaniques plus simples et plus ludiques sur ces aspects-là, peut-être que j'aurais plus joué à ces gros jeux en virant les règles que j'aimais pas et en remplaçant par les mécaniques un peu plus malines, j'ai envie de dire, d'autres jeux. Bon, tout ça c'est très subjectif, je ferme la parenthèse. Maintenant, un truc que je trouve très cool quand vous lisez des jeux de rôle, c'est de découvrir des situations, des nouvelles situations interactives. Vous savez, moi je suis pas très campagne, je suis pas très scénario. Pour autant, je pense que pour créer des situations interactives avec des choix intéressants, alors il y a la pratique, il y a l'improvisation, vous pouvez aller chercher des situations intéressantes dans des œuvres qui racontent des histoires, mais pour avoir vraiment des exemples de situations jouables, je pense que c'est pas mal de se pencher quand même sur des scénars et tout, même si vous n'allez pas les faire jouer. En témoigne par exemple Forbidden Lands. Vous voyez, Forbidden Lands, j'en ai parlé sur la chaîne, le système ne m'a pas plu. J'ai pas aimé le système de jet de dés finalement en y jouant, j'ai trouvé que le système de voyage était trop lourd, même si j'y mettais beaucoup d'espoir. Mais est-ce que je regrette d'avoir acheté les bouquins Forbidden Lands? Pas du tout, parce qu'en termes de règles soft, de concepts de gameplay et de situation, puisqu'on en est à ce chapitre, ça m'a apporté beaucoup. Les campagnes Forbidden Lands, elles ont plein de lieux d'aventure. Vous voyez, le fait de penser lieu d'aventure, typiquement le palais du roi hiver, du roi de l'hiver, c'est un truc avec des salles, avec des situations, avec des objets, avec des énigmes, avec des factions à gérer, des trucs comme ça. Et c'est une approche qui est beaucoup plus adaptée au jeu de rôle, je trouve, comme présentation que d'aller voir un film. Vous voyez? Un film, il va me présenter une succession de scènes. Là, on va me présenter un cadre avec des situations à résoudre. Et le fait de voir de plus en plus, de lire des bouquins qui me montrent des situations à résoudre, même si je suis pas fan de ces situations, je vais pouvoir comparer ces situations et me dire « Ah, celles-là, je trouve qu'elles sont plus intéressantes que d'autres. » Et mon cerveau, il va commencer à réfléchir comme ça. En fait, plus je vais lire des livres de jeux de rôle, plus mon cerveau, il va réfléchir en termes de jeux de rôle. Et le fait que, par exemple, dans Forbidden Lands, on insiste sur le fait que, par exemple, vous pouvez faire une campagne dans l'hiver où il faudra gérer le froid, etc. Comme ça paraît débile. On se dit « Mais oui, c'est évident. » Et le fait d'avoir un bouquin consacré à ça et d'avoir des trucs auxquels penser, genre la ressource la plus importante du coup dans une campagne dans la glace, ça va être d'avoir des moyens de se réchauffer, vous voyez. Dans Shadow Dark, comme on est dans du dungeon crawl, on va insister sur l'importance des torches. Le simple fait de penser à ça, même si a posteriori on se dit c'est débilement simple, ça peut changer tout le déroulé de votre partie de jeu de rôle. Combien de fois j'ai joué à des parties de jeu de rôle où on est censé être dans un donjon, et en fait la lumière n'a aucune importance. Alors ça on n'a pas fait nécessairement des mauvaises parties. S'il y a bien un moment où on peut jouer sur la lumière, c'est à ce moment-là. Alors que dans un tout autre contexte, si au milieu d'un méga système, vous me mettez une règle sur la luminosité, etc., je vais certainement jamais y penser. Mais créer un jeu qui met un méga accent là-dessus et qui crée une mécanique spécifique en temps réel pour ça, ça m'amène à me dire « Ouais, c'est quand même cool et j'ai envie de le tester. » Vous voyez, c'est pas une règle noyée dans un système. Là, le fait que vous ayez vraiment, au début du bouquin, dans les premières pages, un truc qui vous dit, voilà, le froid, ça va être vraiment le truc à gérer, je me dis, ok, ça peut être intéressant, ça de faire une campagne où il y a un enjeu autour du froid. Je le répète, les situations, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi pour ça que, à titre subjectif, je suis moins fan des grosses campagnes où on a un peu des chapitres, vous savez, qui sont présentés de manière un petit peu chronologique. Je suis plus fan des petits modules, comme en ce moment je lis des modules de Dungeon Crawl classique ou de Forbidden Lands, parce que c'est plutôt géré par lieu et on ne sait pas dans quel ordre on va y aller, et c'est pas pensé comme étant... Les lieux sont pas conditionnés les uns entre les autres et ils obligent pas à une manière d'avancer spécifique, et donc je trouve qu'en termes de rédaction, de présentation, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus proche de ce que je vais chercher dans un jeu de rôle. Très sincèrement, les successions de scénarios, quand on a essayé de me faire jouer ce genre de trucs, je l'ai trop ressenti personnellement en tant que joueur. Et je pense que c'est parce que la personne, elle a lu la campagne ou le scénario trop comme un déroulé, plutôt que de l'avoir découpé en situations. Et donc avoir des exemples de manière de rédiger des situations, je trouve que c'est très intéressant, c'est plus efficace. Maintenant, on arrive à un autre truc qui est quand même assez ouf en termes de jeu de rôle. On pourrait se dire, mais attends, t'as pas lu de livre, machin truc, je sais pas quoi, de trucs littéraires, tu dois être un inculte. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de rôle qui apportent beaucoup de culture. Alors ça reste c'est pas de la culture pop, c'est quand même assez niche le jeu de rôle,
Mais il y a quand même beaucoup de jeux de rôle qui vont au fond des choses. Et donc, il y a un autre truc que je kiffe, qui justifie pour moi l'achat de certains jeux de rôle, c'est le lore, les illustrations et la présentation de l'univers, le world building qu'il y a à l'intérieur. Typiquement, des Genesis, en termes de world building, c'est incroyable. Les factions, la manière dont ils ont dérivé la timeline du monde réel, le nombre, la quantité de personnages avec un background approfondi, les illustrations juste à couper le souffle. Je vous ai déjà parlé de Genesis. Je trouve ça exceptionnel et je regretterai jamais d'avoir acheté des Genesis, même si je ne vais pas forcément derrière devenir un hardcore, vous voyez. Je vais pas devenir un hardcore et ne faire jouer que ça. Pareil pour Dragon de Studio Dagat. J'en ai parlé aussi sur la chaîne. Dragon de Studio Dagat, vous voyez, c'est juste... C'est un nouveau DD5. Alors, il y a des règles supplémentaires, c'est pas la même mise en page, etc., etc. Donc, on pourrait se dire, pourquoi acheter ça si tu as déjà DD5 ? Mais en fait, moi, je regrette pas du tout. Je pense que je vais continuer d'acheter à chaque fois qu'il y a les trucs qui sortent de Dragon Dagat. Parce que c'est pas pour les règles que je vais y aller. C'est pour la manière dont sont présentés les bestiaires, avec des illustrations juste gorgeous, avec voilà, plein d'animaux, toute une faune, mais qui est présentée, contrairement par exemple à d'autres bestiaires, vraiment par biome, avec une sorte de lore derrière, des descriptions ouf, des illustrations pour tout, des anecdotes, des sortes de mini-nouvelles. Je trouve qu'on sent qu'il y a un monde vivant dans ces bestiaires, et pour moi c'est assez incroyable, et je peux apprendre des choses, par exemple sur le fonctionnement. Alors c'est pas une présentation scientifique, mais je vais découvrir plein de vocabulaire, parce qu'on va aller au fond des choses, genre par exemple un chapitre sur les créatures de type un peu champignon, tout ce qui va être les fungus, la manière dont c'est décrit, comment ils se développent, comment ils se nourrissent, comment... Enfin, il y a plein de trucs super cool. Alors ça m'apprend pas nécessairement des choses. Je suis pas en train de vous dire que ça remplace des livres scientifiques ou des documentaires, que ça va pas nécessairement vous apprendre des... C'est pas une science dure, vous voyez ce que je veux dire, mais lire plein de bouquins de jeux de rôle différents, ça vous donne des visions d'auteurs, des visions du monde, en fonction des pitchs, etc. Donc en fait, c'est très nourrissant intellectuellement, je pense, de lire des livres de jeux de rôle. Alors, ça dépend lesquels, parce qu'après, vous avez peut-être des systèmes plus génériques, où on va vous mettre un bestiaire générique, en fait, on va plus axer mécanique. Donc ça, je veux dire, dans la vie quotidienne et en termes d'inspiration de scénario, c'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant. Mais typiquement, des sujets comme le transhumanisme, etc., dont on entend parler, on va dire, de manière mainstream, que depuis récemment et relativement assez peu, on va dire, dans l'actualité, vous voyez. Tous les bouquins de SF, ils vont en parler énormément. Le fait de comprendre certains systèmes politiques, etc., je ne l'ai pas appris en cours d'histoire, vous voyez. Alors sur le tard, j'en aurais entendu plus parler, parce que j'ai fait des études de droit et j'avais de l'histoire du droit, etc. J'ai découvert des manières de vivre à d'autres époques grâce au jeu de rôle, vous voyez. Donc c'est un médium qui peut vous apporter plein de trucs, à la fois du lore, des tropes, etc., plein d'illustrations pour se représenter ces choses-là, de manière cool, visuelle, et nourrir votre bibliothèque imaginaire, mais aussi des connaissances, en fait, et des visions du monde que vous n'auriez pas eues. Donc rien que pour ça, il y a plein de jeux de rôle qui sont vachement intéressants à acheter, si vous voulez mon avis. Ensuite, il y a des jeux de rôle que je vais aller chercher, où ce que je vais en retirer, c'est plutôt des ressources. Là, typiquement, on est dans tout l'inverse de ce qu'on vient de dire, le lore, etc. Et je vous ai pris en exemple, là, Enter Sauvage et Impitoyable Bourgade, qui sont tous les deux des sortes de petites extensions pour Dungeon World, compatibles Dungeon World, mais que vous pouvez utiliser pour d'autres trucs assez facilement, par Acritarch, et où vous allez avoir, en fait, juste des procédures de jeu. Donc on pourrait dire qu'il y a de la mécanique soft, enfin, il y a un peu de mécanique et tout. Par exemple, vous allez avoir des trucs pour créer une carte de manière collaborative pour votre monde. Vous allez avoir des tables aléatoires, en assez grande quantité de noms, de lieux pour créer des trucs. Et vous voyez par exemple des manières de préparer une localité, préparer un quartier, préparer une faction. Et en fait, tout ce genre de trucs-là, on pourrait dire que c'est des conseils de MJ, mais c'est presque des mécaniques dans le cadre de ces jeux-là, plus que des conseils parfois. C'est des procédures. Et en fait, ce genre de procédures, que ce soit des tables aléatoires, des étapes par lesquelles passer pour créer tel ou tel élément de votre jeu, je trouve que c'est vachement nourrissant, parce que ça vous permet de challenger votre manière de faire, et d'une certaine manière, de venir créer de la soft mécanique. Plus des mécaniques MJ, j'ai envie de dire, des mécaniques pour concevoir des scénarios, mais je trouve que d'une certaine manière, c'est un peu mécanique. Vous êtes déjà en train de jouer quand vous préparez un scénario, je trouve. Et donc le fait qu'on me dise que pour créer une ville rapidement, ce qu'il lui faut, c'est, je sais pas, dans Dungeon World, ça va être 3 traits, genre ses défenses, sa richesse, sa population, etc. Oui, c'est pas des mécaniques genre de fou malade. Mais par rapport à d'autres jeux qui m'auraient décrit une ville avec des grands paragraphes justement assez littéraires, etc., là, on vient me faire voir la création de ville, me faire un pas de côté, au lieu d'aller chercher dans le réalisme et dans les inspirations historiques, des exemples que je connais de la réalité,
ou de romans que j'aurais pu lire, on vient m'amener une vision un petit peu plus pragmatique en termes de jeu, de qu'est-ce que je vais avoir besoin à consulter rapidement, vous voyez. On va vous expliquer, par exemple, dans Akritarch, je crois qu'il a assez à cœur, alors je suis pas à fond tout ce qu'il fait, mais il a assez à cœur de parler des... Je sais plus le terme qu'il utilise, mais en gros, en le moins de beau possible, essayer de créer le plus d'évocation possible, comme effet ludique, pour avoir des tables aléatoires super simples, des lieux super simplement décrits sur un post-it, mais qui ont un potentiel énorme d'exploration. Vous voyez cette approche, en fait, dans la rédaction. Voilà, pour moi, c'est une ressource. Au même titre que des tables aléatoires, des procédures pour l'exploration. Ça empiète un petit peu, en fait, sur le dernier élément. J'ai distingué des trucs, mais parfois, ils se marchent un peu les uns sur les autres. Le dernier élément dont je voulais parler, c'est les principes de MJ. Et je pense que c'est encore un truc que vous pouvez aller chercher dans les livres. Typiquement, dans Shadow Dark ou dans Dungeon World, on ne va pas du tout vous conseiller les mêmes principes de MJ. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant quand c'est bien rédigé, de voir quel genre de jeu est accompagné par quel principe de MJ. Plus vous allez voir des manières de jouer différentes, plus vous allez pouvoir customiser votre manière de jouer en vous disant « Ok, il y a l'air d'avoir des écoles, vous voyez, il va y avoir l'école narrative, l'école old school, je sais pas quoi. Vous vous en foutez des écoles, vous êtes juste là pour faire des parties de jeux de rôle et être créatif, et vous regardez les principes qui vous intéressent, qui vous inspirent et qui vous... Waouh! Typiquement, moi, le fait de me dire « je ne dois rien aux règles, je vais arbitrer et je vais essayer d'avoir le moins de règles possible », pour garder beaucoup de souplesse et aller justement piocher dans tout ce dont on a parlé dans cette vidéo, tous les trucs que je vais aller pouvoir piquer à tous les jeux et faire vivre en fait mes livres de jeux de rôle qui sinon seraient restés sur une étagère, ça me parle à fond. Si je regarde Dungeon World, vous voyez en termes de principes, ça n'a rien à voir avec Shadow Dark, mais on va avoir des principes qui, lorsque vous les lisez, en fait, on formalise ce qui peut paraître être du bon sens. Donc typiquement, les concepts de front dont j'ai pu vous parler récemment, vous voyez, c'est pas, je dirais pas exactement une mécanique, mais c'est une des ressources qu'on peut trouver dans Dungeon World. Et si je cherche maintenant les principes de MJ, vous voyez, qui peuvent être assez inspirants. Poser des questions, utiliser les réponses. Vous voyez, ça c'est excellent pour improviser. Vous posez des questions, vous utilisez les réponses. Typiquement, Finnegan, le sort de race a été dissipé par le mage d'un seul mouvement de sa baguette. Que fais-tu sans ta protection magique ? Vous voyez, rien que cette manière de communiquer en tant que maître de jeu va avoir beaucoup d'impact par rapport à si vous ne le connaissiez pas. Alors comme ça peut paraître complètement stupide, mais combien de fois dans votre partie vous êtes juste retrouvé à dire « Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?» Et il n'y a personne qui sait trop qui a le droit de parler, qui parle en premier, et en général c'est souvent le même qui parle en premier. Et on vous repose des questions sur la situation, genre en mode « Attends, là j'arrivais plus à suivre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce genre de réaction n'arrivera pas si vous vous pointez face à un DPJ et dites « Finnegan, le sort de race a été dissipé par le mage d'un seul mouvement de sa baguette. Maintenant que tu n'as plus sa protection et que les orques t'entourent, qu'est-ce que tu fais ?» Vous le remettez dans la situation, vous lui posez une question contextualisée, vous visez un joueur en particulier plutôt que de lâcher un « qu'est-ce que vous faites ?» un peu général qui fait qu'en fait c'est ceux qui prennent le plus souvent la parole qui prennent le plus souvent la parole. Alors, ça paraît débile. Mais en fait, le fait de le formaliser, c'est un game changer. Et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tout le temps, ce sont des principes, encore une fois. C'est pas une question d'école, vous devriez jouer comme Dungeon World parce que le reste c'est nul, puisque en fait je ne joue pas à Dungeon World. Mais ce que j'ai appris comme principe là-dedans, c'est marqué dans mon cerveau, parce que je l'ai lu, je l'ai utilisé. J'ai plus besoin de jouer à Dungeon World ou d'avoir un jeu, je suis pas obligé de... Vous voyez, il n'y a pas que si je joue à Dungeon World que je vais utiliser ce principe. Je vais l'exporter vers une autre manière de jouer. Et c'est ça tout l'intérêt de regarder plein de jeux différents. Voilà, j'ai parlé longtemps tout seul. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Cette vidéo rejoindra la playlist La Voix de la Proposition. En fait, l'idée, c'est de vraiment vous dire que les livres de jeux de rôle sont des propositions. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. De plus en plus, je le vois comme ça. Avant, je le voyais comme une contrainte, vous voyez. Une contrainte, c'est quand j'achète ce jeu, il faut que j'y joue. Déjà, ça c'est une première contrainte que je me mets, qui me met une sorte de pression. Ensuite, il faut que j'en respecte parfaitement les règles. Sinon, je vais passer à côté de l'expérience. J'ai pas essayé le jeu by the book. C'est mal. Je ne pourrais pas me faire d'opinion sur ce jeu si je n'y ai pas joué by the book. Quelle contrainte stupide. Vous êtes chez vous en train de jouer avec vos potes, vous vous en foutez. Ça veut pas dire que ça n'a aucun intérêt d'acheter des bouquins de jeux de rôle, de les lire et d'essayer des mécaniques nouvelles. C'est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, vous devriez, si vous êtes dans l'extrême inverse, à vous dire ouais, le système ça sert à rien, ou alors j'ai qu'un jeu et je joue qu'à celui-là. Vous pouvez, c'est une invitation à s'ouvrir à d'autres choses. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste le livre de jeu de rôle pour moi.
C'est vraiment un outil. C'est un super outil. Ça veut pas dire que quand je dis que c'est juste un outil, ça veut pas dire que que ça sert à rien de le respecter, mais ça sert à rien de le sacraliser non plus. Et si vous êtes bloqué sur trouver le système parfait avec la règle parfaite, avec les scénarios parfaits, avec le lore parfait, super bien illustré, les meilleures ressources, tout, peut-être qu'un jour vous allez trouver le Graal, et ça c'est une très vieille vidéo que j'avais faite, peut-être que vous avez trouvé votre Graal, et dans ce cas-là je suis super content pour vous. Moi je ne l'ai jamais trouvé. Et, euh, et du coup, grosse frustration quand vous restez bloqué dans cet état d'esprit de trouver le truc qui va vous aller. Si vous êtes Keblo comme ça, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réfléchir et à voir tous les livres que vous avez pu acheter comme des outils, que ça va vous inviter à retourner dedans pour trouver de l'inspiration, pour trouver des nouveaux trucs. Quand vous êtes un peu bloqué dans votre campagne, que vous ne savez pas trop quoi faire, boum, vous ressortez un vieux module, un vieux jeu de rôle, vous regardez un peu les scénarios qu'ils proposent, vous feuilletez. Et ça va peut-être vous donner des super idées et qui auront l'avantage, la plupart du temps, d'avoir été déjà pensées comme des idées pouvant être implémentées dans du jeu de rôle, des situations intéressantes, des règles intéressantes pour renouveler le plaisir de jeu, qui devraient être facilement intégrables. Bref, il faut que j'arrête de parler. Sur ce, moi je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à soutenir sur le Tipeee, à venir sur Discord, tout ça, et à lire plein de jeux de rôle. Et surtout, à jouer beaucoup et à les utiliser. Sur ça, je vous dis ciao.